Re-bienvenue sur la chaîne les amis pour cette vidéo foire aux questions. Je vous avais demandé par mail si vous aviez des questions à me poser, soit des questions techniques, soit des questions personnelles. Alors j'ai fait un petit tri, hein, c'est sur mon ordinateur là. Alors évidemment les questions techniques, il y en a certaines qui sont vraiment très longues, qui nécessitent soit une vidéo complète, soit une formation pour être traitée, donc je ne pourrais pas les aborder. Il y a quelques petites questions techniques auxquelles je pourrais répondre, et puis il y a les questions personnelles aussi, j'ai fait une sélection, et donc je vais aborder d'abord les questions personnelles, et ensuite je traiterai quelques petites questions techniques qui ne nécessitent pas trop de temps de réponse. J'aimerais bien savoir si tu as commencé directement entrepreneur ou si tu as travaillé pour une entreprise auparavant. On me demande aussi, as-tu déjà été salarié, dans quel domaine d'activité, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'auto-entrepreneuriat? Plusieurs questions qui tournaient autour de la même chose. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est qu'à la base, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique, ensuite une école d'ingénieur en conception mécanique, génie mécanique construction, à l'INSA à Lyon. Et à la suite de ça, j'ai dû faire mon service national. Service national, à l'époque c'était obligatoire, et je l'ai fait en tant que volontaire à l'aide technique à l'île de la Réunion, où je m'occupais essentiellement de gestion de dossiers de chauffe-eau solaire. C'était pas passionnant, c'était un peu compliqué, mais bon, c'était ma première expérience professionnelle, on va dire. Ça a duré 16 mois. Je suis resté à l'île de la Réunion, mais comme il n'y avait pas vraiment de travail en conception mécanique, j'ai fait de l'étude d'impact environnemental, de la gestion des déchets, pendant à nouveau 1 an, 18 mois, je crois. Deuxième expérience, dans une toute petite structure, on était deux. Suite à ça, moi je suis issu d'une famille où il y a pas mal d'enseignants, et je me suis dit, tiens, finalement, l'enseignement, ça m'intéressait. Et donc je suis devenu instituteur à l'île de la Réunion pendant 2 ans, professeur des écoles. Et après j'ai encore bifurqué, c'est-à-dire que je suis devenu professeur en lycée professionnel de maths et de sciences. Donc j'ai dû passer les concours, le professeur des écoles, PLP maths sciences, etc. Et donc j'ai enseigné 12 ans en lycée professionnel à l'île de la Réunion et à Mayotte. J'ai fait 2 ans à Mayotte aussi. Donc tout ça, ça s'est fait en famille, j'ai une femme et 2 filles. Et au bout de 12 ans dans l'éducation nationale, c'était suffisant pour moi. Et donc j'ai démissionné. Et en même temps, on est rentré en métropole, puisque les îles, voilà, moi ça faisait 15 ans sous les îles, j'avais envie de revenir un peu à un territoire un peu plus grand. Et puis c'était le cas aussi de ma femme, donc on est venu en Vendée. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de voler de mes propres ailes, de monter ma propre affaire. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. On disait à l'époque, ouais, attention, vivre de sa passion, est-ce que c'est une bonne idée? Après, c'est plus ta passion, etc. Bon, moi, je me suis dit, allez, on verra bien. Je vais faire de ma passion mon métier, et on verra ce que ça donne. Et donc, en 2013, j'ai commencé par prendre une de mes passions, parce que j'en ai quand même plusieurs, pour construire mon activité professionnelle. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de la conception de machines à commande numérique pilotées par ordinateur, pour les amateurs, dans la découpe du polystyrène par fil chaud. Donc j'ai inventé la mini-cut 2D, et puis après est venue la MC4X, voilà, c'était dans le domaine de la découpe par fil chaud. Et donc ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et que j'en vis, et j'ai envie de dire que je suis un bricopreneur, c'est-à-dire que moi je me considère comme un bricoleur, mais moi je mets un sens très positif à ce terme, je ne suis pas un bricoleur du dimanche, je suis un bricoleur généraliste, je sais faire plein de choses, et je suis devenu donc un bricoleur entrepreneur, un bricopreneur. Et ce parcours, ça nous amène à la question suivante, qui est pourquoi ce nom TamTam 3D, CNC Fab, quand on fait du print? Tu as commencé en CNC, tu es allé vers l'impression 3D par la suite. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, à la base, j'avais découvert d'abord l'aéromodélisme, puis la CNC fil chaud, c'est-à-dire la découpe des polystyrènes par fil chaud. J'ai construit plusieurs machines, j'en ai inventé, j'ai commencé à en vendre aussi, à en fabriquer, à en concevoir, à en vendre. Et ensuite seulement, je suis allé à pas compter vers l'impression 3D. En 2013, en fait, quand j'ai sorti la mini-cut 2D, c'était le boom des imprimantes 3D, et moi, je me suis pas tout de suite engagé là-dedans, parce que je trouvais que le marché n'était pas encore assez mature, que la technologie avait besoin encore de pas mal progresser. Je la maîtrisais pas à l'époque très bien, alors que j'étais super calé sur le fil chaud, et que je savais qu'il y avait une communauté d'aéromodélistes qui utilisaient ces machines, donc voilà, je suis allé vers ça. TamTam 3D, CNC Fab, c'était le TamTam, ça transmet, et moi c'est vrai que j'aime transmettre. Et puis CNC Fab, pour pas oublier d'où je viens, la découpe par fil chaud, j'ai aussi fait une fraiseuse CNC, enfin voilà. Donc la fabrication CNC, CNC Fab. Alors ensuite, j'ai une question sur le contenu de ma chaîne, c'est-à-dire qu'on peut un peu s'y perdre sur les thématiques, puisqu'effectivement, je traite de découpe par fil chaud, je traite d'impression 3D, j'ai même traité de crypto-monnaie, parfois je fais du vlog.
Eh bien, tout simplement, en fait, cette chaîne, elle me représente. C'est-à-dire que je suis un slasher. C'est un terme, si vous cherchez, vous verrez, un slasher, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans une case, en fait. Il fait plusieurs choses en même temps, et il se sert de toutes ses compétences et de toutes ses passions pour avancer dans la vie. Et moi, c'est vraiment ce que je fais. Je fais de l'impression 3D, je fais de la découpe par fil chaud. Ma machine de découpe par fil chaud, c'est encore ma source de revenus principale, mais je suis aussi youtubeur, je m'intéresse aux crypto-monnaies. Et en fait, je considère qu'il y a pas mal de gens qui me regardent sur cette chaîne qui sont dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une passion, ils ont plein de passions. Et il y a plein de choses qui les intéressent. Alors pourquoi se restreindre finalement? C'est dommage. Parce que avoir plusieurs cordes à son arc, on a vu récemment que ça peut être vachement utile pour ne pas rester enfermé dans une situation défavorable. Hein, avec le Covid, il y a plein de gens qui se sont retrouvés à galérer. Eh bien, lorsqu'on est capable de rebondir, lorsqu'on a déployé un faisceau de compétences important, eh bien, on peut passer de l'une à l'autre, hein, et mettre le paquet sur autre chose quand on a un problème quelque part. Et d'ailleurs là, je vais axer encore un peu plus sur l'aspect entrepreneuriat, bricoprenariat, on va dire, avec notamment les interviews que j'ai déjà fait et je vais continuer de faire, parce que finalement, on a vu avec le Covid que c'est pas mal d'avoir plusieurs cordes à son arc, et donc si je peux proposer des contenus qui vont dans ce sens, ben, je pense que ça peut intéresser du monde et que ça serait sympa. Donc je ne vais pas me cantonner juste à l'impression 3D, je vais continuer, hein, puis j'ai des imprimantes là qui m'ont été envoyées que je vais vous présenter, mais je ne fais pas que ça. Question suivante, qui rejoint encore les autres, hein, mais quelles études tu as fait pour tout savoir sur les machines? Mes études d'ingénieur m'ont beaucoup aidé, puisque même de l'IUT en fait, parce qu'on a pas mal parlé de robotique, et donc j'ai utilisé des machines à commande numérique, j'en ai programmé en G-code, hein, j'ai fait des G-codes sur ruban perforé à l'ancienne, donc j'avais déjà une bonne notion de la chose. Donc quand j'ai commencé les machines à commande numérique, tout ce qui était mécanique, transmission des mouvements, j'avais zéro problème, mais après j'ai tout appris sur internet. C'est-à-dire que là on était dans le domaine amateur, et il fallait quand même, j'étais pas un cador ni en électricité ni en électronique, donc vraiment j'ai tout appris sur internet, et parfois je peux vous garantir qu'à l'île de la Réunion avec un modem 52 kilo-octets, c'était pas facile. Une grande partie de ce que je sais, je l'ai appris en étant autodidacte, tout simplement, parce que j'ai un tempérament bricoleur depuis enfant en fait. Question suivante, quelle est ta méthode de création de vidéos? Ça a pas mal évolué tant en contenu qu'en qualité, hein. Si vous revoyez des anciennes vidéos de ma chaîne, vous le verrez. Je scripte quasiment toutes mes vidéos, je suis obligé parce que les contenus que je fais sont de plus en plus compliqués. Je fais quand même pas mal de vidéos techniques, donc celles-là je les scripte, je suis obligé. Je tourne essentiellement avec un smartphone, parce que j'ai jamais investi dans une très bonne caméra, et ça peut être assez décevant quand on n'utilise pas une très bonne caméra. J'ai fait plein d'essais avec des réflexes, des choses comme ça, et en fait si on ne met pas vraiment le prix, ce que je me suis refusé à faire pour le moment parce que j'avais pas le budget à consacrer à ça, eh bien on n'obtient pas une bonne image. Et en plus sur le Google Pixel, je peux avoir un mini prompteur qui est tout près de l'objectif du selfie. C'est-à-dire que là en fait je suis en train de me filmer avec la caméra selfie, mais qui filme en 1080p, donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est-à-dire 1920 x 1080 en 30 images par seconde, et donc avec une qualité correcte, et en plus je peux avoir mon texte qui défile juste à côté de l'objectif, ce qui fait que ça fait un espèce de mini prompteur, sans que j'ai affaire à utiliser un vrai prompteur. Donc voilà, pour le moment c'est comme ça. J'ai deux types de micros. Donc soit j'utilise ce micro là, quand je suis près de la caméra, Samsung Gomic, qui est relié en USB sur mon téléphone avec un petit adaptateur OTG. Et sinon quand j'ai besoin de plus de liberté et que j'ai mes bretelles, eh bien j'utilise ça, c'est-à-dire un micro sans fil de 2,4 GHz. Donc ça c'est branché sur le téléphone, et ça c'est clipsé ici sur ma bretelle. Là je pourrais le mettre là dans le t-shirt, mais c'est pas génial, donc je préfère utiliser le Gomic. Et après pour monter mes vidéos, j'utilise le logiciel Filmora 10 qui est payant mais qui est vraiment bien. Le rapport qualité-prix est excellent, et surtout on paye la licence une fois et après c'est bon. Et puis on peut la passer facilement d'un poste à l'autre, donc on est plusieurs à l'utiliser à la maison. Quand j'ai des captures d'écran à faire, j'utilise Bandicam. Bandicam qui est un logiciel de capture d'écran, pareil on le paye une fois.
il n'est pas très cher et il fonctionne vraiment très très bien avec un taux de compression assez hallucinant, ça marche vraiment extrêmement bien. Alors question suivante, la visserie, tu l'achètes où? Alors la visserie, je l'achète chez Sergivis, sur le site sergivis.fr. Alors je crois bien que c'est réservé aux professionnels, il faut avoir un numéro de SIRET pour pouvoir ouvrir un compte chez eux. Mais c'est vraiment un super magasin. Alors parfois il y a certaines références qu'ils n'ont pas et que je dois acheter ailleurs, mais genre sur Vis Express ou des trucs comme ça, mais c'est assez rare et puis on peut les avoir au téléphone, on peut faire des demandes particulières, ils sont réactifs. Franchement impeccable. Au niveau des questions techniques, on m'a aussi demandé dans quelle mesure peut-on utiliser l'impression 3D pour faire de la production industrielle. Industrielle entre guillemets. Là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez produire, des formes, des objets que vous voulez produire. Vous pouvez, à moindre coût, créer une petite ferme d'impression 3D et commencer à produire, je sais pas, vous achetez 10 imprimantes et pour un dixième du prix d'un moule d'injection, vous avez un moyen de production qui vous permet déjà de produire largement de quoi faire vivre une entreprise. Quelques exemples. Vous avez l'interview de Yonnet Tournois sur ma chaîne, il a une petite ferme d'impression 3D, mais vous avez aussi Luke Goodman, c'est le site Out of Darts. Ça c'est un Américain qui fabrique et qui vend des pièces modificatives pour les Nerf. Les Nerf, c'est ces pistolets qui sont fabriqués par Hasbro, des pistolets à fléchettes, Et ces pistolets, il y a une grande communauté aux États-Unis qui font de la modification pour les améliorer, etc. Donc Luke Goodman, c'est un spécialiste de ça. Il a commencé avec une dizaine d'imprimantes 3D. Ça s'est développé, là maintenant il en a 100. Il a des Prusa Mini, je crois. Il a une chaîne YouTube qui est vachement bien et il fait visiter, dans certaines vidéos, il fait visiter son entreprise. Donc c'est intéressant. On voit comment il fonctionne et on voit que il a des problèmes de gestion de fichiers pour faire tourner 100 machines, quoi. Et puis il y a un bonhomme qui est là pour juste s'occuper des machines. Mais c'est faisable. Alors après, il faut vraiment tenir compte du marché, c'est-à-dire que sur certains marchés, si la pièce n'a pas un état de surface nickel, c'est pas très grave, la fonctionnalité primera sur l'état de surface, et il y a des marchés sur lesquels par contre, l'état de surface a besoin d'être nickel, et où là, l'impression 3D, à moins de faire du post-traitement, va peut-être poser problème. Donc voilà. Mais on voit dans certaines situations, on voit de plus en plus de gens qui utilisent l'impression 3D, même avec des machines pas chères, pour faire de la production industrielle, pour faire vivre des TPE et même des PME. Allez, dernière question technique. Combien de temps après avoir pulvérisé sur un plateau en verre une couche de 3D lac peut-on lancer l'impression? Alors la 3D lac, c'est ça, c'est un spray qui permet l'adhérence de la première couche sur les plateaux, notamment les plateaux en verre, les miroirs, ça marche très très bien sur ce type de surface rigide. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est-à-dire que si vous mettez juste une petite couche, le temps que le plateau chauffe, vous pouvez imprimer directement. Après, il peut y avoir différentes façons d'utiliser la 3D lac, c'est-à-dire que vous pouvez mettre juste un petit spray, lancer l'impression, et une autre façon de faire, quand on a un plateau amovible, vous l'enlevez, vous mettez à l'extérieur, et vous faites une pulvérisation, comme si vous vouliez peindre votre verre, vraiment à distance, avec un beau spray, pas de coulure, et vous laissez bien sécher, vous remettez même un deuxième voile dessus 2-3 fois comme ça, et vous laissez bien évaporer, bien sécher, et là vous allez avoir un support qui va être très uniforme, vous allez obtenir un bon état de surface sur le dessous de la pièce une fois qu'elle se décolle, et surtout c'est un support qui va être réutilisable 5, 6, 7 impressions sans avoir besoin d'en remettre. Voilà, fin des questions. Si vous en avez d'autres à me poser, vous m'écrivez tout simplement un mail sur faq@tamtam3d.fr faq@tamtam3d.fr et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est du concours pour gagner les bobines de filament, si vous n'y avez pas encore participé, il est encore temps de regarder la vidéo précédente sur la longueur LK5 Pro pour participer au tirage au sort qui aura lieu normalement dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez les notifications et si vous voulez des ressources gratuites sur l'impression 3D, allez sur tamtam3d.fr/choisir. Vous aurez juste à choisir. À bientôt, salut.